Dans ma jeunesse, on a travaillé sur ce poète. Il se trouve que je suis diplomate, c'est peut-être un peu grâce à lui d'ailleurs, parce que l'appel de l'exotisme et l'appel de la poésie ont fait que je suis un jour entré au ministère des Affaires étrangères. Et c'est vrai qu'il y a, comme vous l'avez souligné, une tradition de diplomate écrivain au ministère des Affaires étrangères depuis pas mal de temps, de Chateaubriand à Dominique de Villepin d'ailleurs, autre passionné de Saint-Jean-de-Perse, en passant par Claudel que vous avez cité, par Paul Morand, Giraudoux qui a été inspecteur général des Affaires étrangères, Pierre-Jean Rémy. Et alors effectivement, bon, c'est intéressant d'essayer de se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a plus de diplomates poètes, de diplomates écrivains que d'autres hauts fonctionnaires. J'en sais rien, mais c'est peut-être aussi parce que les diplomates n'ont peut-être pas grand-chose d'autre à faire que d'écrire, qu'ils ont du temps à consacrer à la littérature, qu'on en trouve autant. Alors, Alexis Léger, puisque c'est son nom, il occupe une place à part dans cette lignée, dans la mesure où ces deux itinéraires, son itinéraire diplomatique et son itinéraire politique, ont été successivement consacrés au plus haut niveau, couronnés par d'une part une exceptionnelle longévité quant à sa carrière diplomatique, et couronné également, il est de le rappeler, par un prix Nobel qui lui a été décerné en 1960. Cette carrière diplomatique, elle est atypique, elle est extrêmement brillante, elle est essentiellement parisienne. En fait, Saint-Jean-de-Perse est un diplomate qui a relativement peu séjourné à l'étranger, qui a occupé des fonctions très importantes, on va revenir là-dessus, à un moment tout à fait dramatique de l'histoire de France et d'Europe, et qui, par la suite d'ailleurs, est devenu une espèce de bouc émissaire compte tenu des fonctions, peut-être aussi de son absence de vision, compte tenu des fonctions de responsabilité qu'il avait occupées à la tête du secrétariat général des Affaires étrangères. Donc, en contrepoint de cette carrière qui a été quand même occupée, bon, on commence à réfléchir à ce que j'ai vu. C'est une conférence qui est une reprise, une conférence que j'avais faite sur le même thème, en fait, il y a 4-5 ans en Indonésie pour accompagner une exposition qui itinérante, une exposition de photographie du centre culturel. Et en feuilletant Internet là récemment, j'ai découvert un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui doit être intéressant, qui est écrit par un historien, et qui porte en fait exactement le même nom que cette conférence et que l'exposition qu'elle accompagnait, qui s'intitule donc Alexis Léger, dit Saint-Jean-de-Perse, qui a été publié il y a 1 an, et qui, bon, c'est plutôt une démarche historique, c'est-à-dire en fait, il met en évidence, apparemment, d'après les prières d'installer, j'ai pu lire, mais enfin bon, j'ai tâché de trouver, ça doit être un jour en presse, ça doit être assez intéressant. Il met en évidence en fait quelque chose sur quoi on va revenir, enfin on va revenir là-dessus sur un thème plus soft, mais les mensonges en fait de Saint-Jean-de-Perse ou d'Alexis Léger, qui est quelqu'un qui a passé sa vie à se dissimuler. Et donc ça s'appelle Alexis Léger dit Saint-Jean-de-Perse, et à mon prochain voyage en France, je m'en procurerai un exemplaire, je vous en enverrai. Donc, cette œuvre poétique, alors, on se souvient quand même davantage de Saint-Jean-de-Perse que d'Alexis Léger, et cette œuvre poétique, bon, elle est réputée d'un accès très très difficile. André Breton disait déjà dans les années 30, Saint-Jean-de-Perse est surréaliste à distance, avec un petit peu de mépris par rapport à la littérature, mais il apportait la langue française à des sommets qui ont rarement été atteints. Et en fait, cette œuvre, l'œuvre de Saint-Jean-de-Perse, qui n'est pas considérable, c'est un volume dans la Pléiade, et bon, dans ce volume, il y a beaucoup de correspondances, il y a beaucoup de textes qui ne relèvent pas de son œuvre en tant que telle, mais cette œuvre a atteint un tel degré d'universalité qu'effectivement, ça nous interpelle, degré d'universalité dont témoignent des efforts. Alors c'est une langue particulièrement difficile à traduire, mais dès les années 30, dès la fin des années 20, il y a des dizaines et des dizaines de traductions dans des langues étrangères, les langues les plus variées. Il a été traduit en serbo-croate, il a été traduit en japonais, il a été traduit en malais,
Et en anglais, T.S. Eliot a fait de très très belles traductions de Saint John Perse. Donc en fait, on a le sentiment là d'avoir une œuvre qui est absolument portée par l'universalité, qui porte effectivement très très haut la langue française. Alors au-delà de la langue qui est la matière première de cette démarche poétique, il faut dire que cette œuvre embrasse l'ensemble des mythes fondateurs, des mythes référentiels, des archétypes, des hantises, des actes de foi qui traversent l'histoire de l'humanité, un petit peu comme les traités d'alchimie, un petit peu comme les cathédrales, qui, vous le savez, contenaient des messages destinés aux générations futures et constituaient en tant que telles une interprétation, une lecture du monde. Et en ce sens, on peut parler, si tant est qu'on peut parler d'hermétisme au sens propre, à propos de l'alchimie, on parlera effectivement à propos de Saint John Perse d'une œuvre qui est hermétique. Pas parce qu'elle est illisible, pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce que c'est une œuvre, une langue qui doit être un peu comme des alchimistes transformés avec une multiple succession de dissolutions et de cristallisations qui finissaient par transformer le plomb. Donc c'est une œuvre qu'il faut lire de manière approfondie, qu'il faut relire en permanence, qu'il faut lire probablement à voix haute, parce que c'est aussi l'un des rares, je compare à Claudel par exemple, qui avait guère le sens du rythme, c'est probablement le poète qui au XXe siècle a travaillé le mieux la prosodie dans la démarche poétique, le rythme de la phrase poétique. Donc, il faut s'armer de patience, mais c'est une aventure qui vaut vraiment la peine. Alors, pour lire cette œuvre, je vous ai proposé un petit choix de textes qui en fait, il y a eu quelques inversions. Il y a essentiellement ici, en fait, un texte qui s'appelle Les Trois sont des vaisseaux, qui est un texte extrêmement important d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Enfin, vous, de toute façon, je vous avais envoyé d'autres textes sous forme Word. Sinon, il y a l'édition de la Pléiade qui a été publiée en 1972, donc ces œuvres complètes, et qui d'ailleurs est assez intéressant. Je parlais tout à l'heure de cet historien Renaud Metz qui a publié l'an dernier un livre sur Saint John Perse, sur ses mensonges, sur sa dissimulation. Les œuvres complètes de Saint John Perse à la Pléiade, c'est la première fois qu'on demande à un auteur vivant de composer, d'organiser lui-même le recueil de ses œuvres complètes. Donc c'est Alexis Léger lui-même, Saint John Perse, qui a rédigé sa biographie, c'est lui qui a ordonnancé la collection des textes qui sont recueillis dans l'édition complète de la Pléiade, 3 ans donc avant sa propre mort. C'est lui qui a rédigé, et lui seul qui a rédigé tout l'appareil critique, toutes les notes qui accompagnent ces œuvres complètes. Donc c'est une démarche qui est assez curieuse. C'est en fait un énorme plaidoyer pour nous. On verra qu'au fond, Saint John Perse, il a essayé, Alexis Léger, Saint John Perse, a essayé tout au long de sa vie, effectivement, de reconstruire son image, de reconstruire sa personnalité, de reconstruire son passé, de reconstruire même à la limite son héritage. Alors, il y a également une source qui est intéressante, qui est la Fondation Saint John Perse à Aix-en-Provence, qui a recueilli un certain nombre de documents originaux, qui est un lieu de mémoire depuis 1976, qui est la mémoire du poète. Cette édition des œuvres complètes de 72 a été rééditée en 1982 avec 2 textes qui ont été publiés séparément dans la NRF en 73 et en 74, qui s'appellent respectivement Nocturne et Sécheresse. Mais ce qu'il faut retenir de cette idée, enfin, première idée force, je dirais, qui paraît intéressante, c'est que Alexis Léger, Saint John Perse, a cherché à, qui est quelqu'un d'extrêmement pudique, quelqu'un qui donc c'est en permanence caché, voilé, dissimulé, il est avant tout soucieux de rester maître de sa propre image, de rester maître de l'image qu'il projette
image personnelle qu'il projette tant face à l'histoire en tant qu'ancien diplomate qu'à l'histoire littéraire en tant que poète. Alors, l'idée est évidemment toujours un peu risquée. Là, on voit Alexis Léger dit Saint-Jean-de-Perse, il s'agit véritablement de mettre en parallèle la biographie d'Alexis Léger avec l'œuvre de Saint-Jean-de-Perse. Donc c'est parfois risqué parce que mettre en parallèle une biographie et une œuvre littéraire, ça peut assez rapidement glisser vers l'anecdote. Mais enfin, bon, ce que je viens de vous dire montre à quel point c'est quand même important. Voilà quelqu'un qui a essayé de reconstruire son image, donc qui a probablement des choses à dissimuler dans sa vie, qui cherche à court-circuiter un certain nombre d'évolutions, un certain nombre d'itinéraires réels, et qui a de bonnes raisons de le faire, en fait. On peut l'accepter. L'œuvre existe en tant que telle. S'il décide de faire de sa propre biographie une œuvre à part entière, pourquoi pas, on peut parfaitement le lui concéder. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette démarche, elle peut apporter un complément, une grille de lecture intéressante par rapport à une démarche qui serait purement formaliste, qui serait purement stylistique, et qui consisterait à étudier, à approcher le texte en tant que tel et seulement en tant que tel. Alors, la biographie, la vie d'Alexis Léger, on peut, pour des raisons de commodité, sur le plan chronologique, la diviser en 5 périodes qui ne sont pas du tout des périodes thématiques, hein, mais qui sont des périodes à la fois chronologiques et géographiques. 5 périodes, une période qu'on qualifiera d'antillaise, une période chinoise, une période parisienne, une période américaine.